Donc, c'est avec Vincent Maillet qu'on va voir tout ça. Salut Vincent, fondateur de Havas Commerce, hein, c'est ça, voilà. Et donc, c'est toi qui réalises l'Observatoire du commerce, 5e Observatoire du commerce. Alors, j'allais dire, il date un peu, et en même temps, ce qu'on va voir là nous met, je pense, en pleine actualité. C'est-à-dire, il date un peu, parce que c'est au printemps dernier que tu as fait l'ensemble de tes enquêtes. C'est au mois de juin, effectivement, voilà, et on a reposé les questions pendant l'été, après les émeutes, pour tout te dire. Et finalement, les émeutes... Non, on a posé une question purement économique. Moi, je suis pas là pour purement... on n'est plus dedans, quoi. C'est oui, l'inflation. En fait, non, mais la question était, en fait, après les émeutes, la question était, de votre point de vue, est-ce que les émeutes étaient plutôt des émeutes économiques et puis il y avait deux ou troisième question. En fait, la réponse était que une grande partie des Français répondaient que leur conviction, c'était qu'effectivement, c'était en partie des émeutes économiques. Alors, est-ce que c'est une lecture? Bon, toujours pareil. Voilà. Bon. On aime, on n'aime pas. Parlons-nous de... C'est bien, l'étude date du mois de juin. Bon, je vais rentrer dans le dur, c'est le truc qui j'en parlais en sommaire, donc on va y aller tout de suite parce que moi j'ai trouvé le chiffre très spectaculaire. Tu vas me dire s'il l'est tant que ça, donc on va voir la slide. 41%. Donc taux de churn, d'une certaine manière, dans la grande distribution. Tu connaissais ça chez les opérateurs télécoms. Je n'ai pas l'impression qu'on connaissait ça dans la grande distribution. Alors, 41%, donc 40, on le voit là, 41% des consommateurs ont changé de supermarché sur quoi? Sur les 6 derniers mois ou sur une année, c'est ça à peu près? Le chiffre est spectaculaire, on est d'accord? Oui, alors, il faut savoir quand même que les Français ont toujours, en matière d'alimentaire, ils ont plusieurs choix. Ils ont plusieurs enseignes. 2 ou 3 enseignes. Donc c'est... On peut la laisser encore un petit peu longtemps. Ils sont globalement multi-enseignes, les Français, y compris en alimentaire. En fait, oui, mais ils restent fidèles à leur multi-enseigne. Voilà, ils restent fidèles à ce qui est... Ça dépend de ce que tu achètes, je comprends bien. Bien sûr, ça c'est clair. Mais là, 41%, effectivement, c'est un taux qui est très important. Qui est très important parce qu'on voit bien que d'abord, c'est le prix qui préside en fait à ce changement. Motivé par la guerre des prix. Et effectivement, on est dans une. C'est pour ça que les enseignes d'ailleurs communiquent pas mal sur le sujet. C'est pour ça qu'elles prennent très à cœur là le débat du prix et du pouvoir d'achat. C'est qu'elles sentent bien qu'il y a quand même des choses à perdre. Et alors dans ces mouvements-là, ce qui est assez impressionnant de regarder notamment l'évolution des parts de marché. Et que là, aujourd'hui, on a des progressions de parts de marché, notamment de Leclerc, qui sont monstrueuses. C'est-à-dire qu'il a gagné quasiment 2 points là, en quasiment 6 mois, qui est, à l'échelle du marché de l'alimentaire en France, c'est beaucoup. C'est phénoménal. C'est beaucoup d'argent. Donc, effectivement, il y a un vrai mouvement qui est... Il le doit à quoi, Vincent? Alors, c'est Nielsen qui nous le dit davantage que d'ailleurs, c'est pas ton job, toi, c'est plus le job de Nielsen. Il le doit... effectivement à une vérité, on va le dire comme ça, sur les prix, discuté par ses concurrents sur tel ou tel segment, peu importe. Mais il le doit en fait à une continuité de communication. Exactement ça. Depuis ça fait 50 ans. Oui. Est-ce que les premiers combats alors c'est le père avec son fils, c'est contre Bruxelles pour avoir le droit de vendre l'essence à prix coûtant. Comme quoi, ça date pas d'hier, c'est 76. 76. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les 5 enseignes qui sont les plus plébiscitées par les Français dans l'étude, sur l'image prix ou l'intention de fréquenter, c'est les enseignes qui ont été les plus constantes sur leur message et leur positionnement. Voilà. Soit sur le prix, soit avec des vrais engagements. Super U, par exemple, qui fait partie des 5 enseignes, a un engagement local, de lien avec le terroir, de lien avec les producteurs, etc. etc. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de s'inscrire, une volonté d'ancrage. Et pareil, ça fait partie des enseignes qui communiquent chaque année sur ce positionnement. Et donc ça finit par payer. Donc tu dis... Mais Leclerc, honnêtement, c'est au-delà de toutes les attentes. Leclerc, en plus, a vraiment un modèle... D'ailleurs, on parle de défense du pouvoir d'achat. Leclerc a vraiment un modèle de repli. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, vous allez chez Leclerc, vous vous sentez protégé par Leclerc. On va dire que d'autres enseignes que je ne vais pas citer là sont plutôt des enseignes où on a tendance à dépenser parce que très orienté non alimentaire, etc., etc. On a un peu le sentiment quand on y va qu'on est tenté, donc on a du choix, donc on est en... enseigne plaisir. Un peu enseigne plaisir, un peu on est dans une forme d'abondance et on a envie de consommer. Oui, Leclerc, ça a toujours été son position. Parce que tu dis très bien dans l'étude que Lidl, par exemple, très bonne image, positionnement prix, aucun problème et tout, mais souffre quand même à la marge de l'étroitesse de ses gammes. Oui, parce que alors, faut savoir que c'est très latin
comme comportement. C'est-à-dire, prenez l'Italie, l'Espagne, donc la France, les modèles discount jusqu'ici ont toujours été quand même relativement limités. Juste il y a encore 2-3 ans, on disait que le discount c'était 7 à 8% de part de marché globalement sur un marché alimentaire et rarement plus. Là, on voit bien que la stratégie de Lidl, l'arrivée d'Aldi, Action qui est en train d'exploser les compteurs en France, hein, c'est juste hallucinant. C'est l'enseigne préférée des Français là. En 2023. Là, aujourd'hui, là ouais, c'est l'enseigne préférée des Français. Qui prend la place de qui Décathlon Décathlon. Décathlon. Enfin, c'est juste impressionnant. Vraiment, Action, on les voit très peu. Je crois qu'il y a Gardons ça, on en reparlera 600, après, parce que c'est bon, un sujet, tu as quand même une masse de contradictions dans le discours des consommateurs que nous sommes. On le verra avec Action, ce sera une très bonne illustration. Mais donc, juste pour revenir, on s'aperçoit qu'effectivement, donc, toutes les enseignes qui ont bien travaillé leur image et qui se sont inscrites dans la durée fonctionnent d'abord. Et puis effectivement, Leclerc, c'est juste impressionnant par cette capacité à s'engager et à proposer toujours, à prendre l'initiative aussi. Il y a une prime aussi à l'initiative, je trouve. Parce qu'il y a plein d'enseignes qui pourraient prendre aussi l'initiative régulièrement. Tu sais, je l'ai raconté 10 fois. D'ailleurs, la première fois, je m'étais fait engueuler parce que tu n'as pas le droit de raconter ça. Mais maintenant que je l'ai raconté 10 fois, je peux continuer à le raconter. J'ai eu la chance d'animer une convention des centres Leclerc. Là, tu comprends la force du modèle. Tu comprends la détermination des gars. Tu comprends la violence des débats en interne sur 10 ou 20 centimes. Tu vois comment est traité le gars qui s'est un peu laissé aller et qui a dépassé la référence de prix, Leclerc, obligatoire et tout, l'amende qu'il prend, machin. Bien sûr. Après, c'est des commandos, les gars. Oui, c'est des commandos. C'est vital. Alors en plus, quand vous savez autant d'années que vous avez construit votre notoriété sur le prix, le jour où vous lâchez le prix, vous êtes mort. Donc ils n'ont pas le choix. Non, mais surtout, les autres te laissent pas faire. Ah ben bien sûr. Et c'est ça. T'as un flingue sur la tempe. Tu lâches sur le prix, mais tu sautes. Tu sautes automatique. Ah oui. Ça, de toute façon, c'est pas une secte, mais il y a une philosophie. Non. Il y a une philosophie. Il faut voilà, c'est une détermination absolue. C'est pour ça que je dis commando. Et c'est ça qui, en général, c'est ça qui fait que l'enseigne est consistante. Mais quand vous regardez des gens comme Lidl ou même Action, quand vous discutez avec le patron d'Action, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, vous voyez qu'il y a derrière, il y a une philosophie qui est totalement orientée vers l'agilité, les frais superflus, etc., etc. Ouais, mais alors la différence entre Action et Leclerc, mais allons-y sur Action parce que c'est une bonne image de quand même la contradiction totale, les injonctions contradictoires des consommateurs qui d'un côté veulent qu'on soit sensible au développement durable et qui d'un autre côté vont aller. Action, c'est quoi? C'est une succursale chinoise, voilà, point à la ligne. Oui. Massive succursale chinoise, de produits qui vont avoir une espérance de vie ultra réduite, qui seront impossibles à réparer et jetés massivement. Ouais. C'est compliqué pour les commerçants quand même d'arbitrer là. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Vous voulez de la Chine et des t-shirts à 2 euros, ou vous voulez qu'on vous essaye de vous faire un truc un peu... C'est très compliqué, et ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que malgré la demande de prix, et donc les injonctions très fortes sur on veut retrouver du pouvoir d'achat, malgré tout, la demande de souveraineté alimentaire, la demande d'aimer les producteurs est toujours là. Et oui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'entre le citoyen et le consommateur, c'est encore le consommateur qui gagne. Voilà, et qui pulvérise le citoyen à plat de couture. Faut pas dire qu'il gagne légèrement, c'est pas 3-2 la fin du match, c'est 8-0. On est d'accord. Oui, bien sûr, on est d'accord. Après, ça veut dire aussi... Non, mais ça relativise énormément. Vincent, c'est très très important, je trouve, ce que tu nous apportes là, parce que ça relativise énormément l'ensemble des discours qu'on peut avoir en ce moment. Alors, je pense qu'on est peut-être pas les mieux placés tous les deux pour parler de ça, parce que je pense qu'aussi, il y a des gens, aujourd'hui, qui finissent des mois très compliqués. Et je pense que là, il y a une grande partie de ces gens-là qui, en fait, n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de faire des économies sur des sujets. Machin. J'ai aucun problème avec ça, à 2 exceptions près. C'est 20, 25, peut-être 30% de la population. Il en reste 70. Ouais, c'est au moins le quart. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu as quand même la capacité d'adapter ton discours. C'est tout. Voilà. C'est vrai. Mais alors, juste pour... Ça tourne très très vite. Un truc que tu m'as apporté qui est passionnant à finir avec là-dessus. En fait, la lutte contre l'inflation devient une dimension RSE pour les consommateurs. Alors ça, c'est mon camarade Yves Delfrat du CSA, avec lequel on a travaillé pour faire l'étude, qui a raison d'ailleurs. Quand il a vu on discutait tous les deux, on échangeait sur l'étude pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ces chiffres. Donc moi, un expert du commerce et lui, un expert des études. Et à un moment donné, il dit, tu te rends compte un peu l'ampleur de la demande? C'est-à-dire qu'on voit que le prix est de très très loin la demande principale des Français. Et il a raison parce qu'on parle beaucoup de RSE. Bon,
nous, en tant que consultants, souvent, on a un peu l'impression qu'on fait du greenwashing. On lui dit, voilà, il faudrait raconter ça pour qu'on ait l'air un peu bien, etc., etc. Et il a raison de dire, finalement, le prix devrait être un enjeu RSE. Un enjeu, alors, c'est peut-être pas le prix, c'est le pouvoir d'achat au sens large. C'est-à-dire permettre aux gens de se déplacer, de consommer, d'avoir une vie à peu près décente. Et je pense que toutes les entreprises sont plus ou moins, je trouve, aussi responsables de ça. Donc, c'est pas, on n'est pas là avec Yves Delfrat à dire, ouais, on veut machin. Non, mais c'est vachement intéressant. On dit, on est quand même dans une situation, et moi, j'ai fait une présentation il n'y a pas très longtemps à l'auditorium d'Avas devant un parterre de distributeurs, il y a une soixantaine de personnes. Je leur ai dit, on est dans le dur. Et c'est vrai qu'on est dans le dur. C'est-à-dire qu'en 5 observatoires, j'avais jamais vu les Français dans cet état, moi. Et donc, en fait, il faut trouver des solutions. Et donc, il faut en faire une priorité. Et du coup, la priorité au sens RSE du terme des entreprises, je trouve qu'elle est bien tombée. Et c'est sans doute pour ça, je suis assez d'accord avec Emmanuel Combe du Conseil de la concurrence. On a évacué très très vite le sujet vente à perte. Tout le monde là, c'est pas possible, on peut pas aller là-dedans et tout, parce qu'on s'est dit on ouvre une boîte de Pandore. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser quand même sur ce sujet-là. Mais ce sera ton prochain observatoire. Il faut savoir que la vente à perte a laissé des... Je crois que c'est en Hollande où il y avait eu toute une vague de vente à perte qui avait tué des enseignes. Oui, mais ça se gère. Le Conseil de la concurrence est là pour gérer ça. Oui, mais ça se gère. La grande distribution aussi doit tuer des enseignes. Tout. La vie économique tue, la vie tue. Voilà, d'une certaine manière. Non, enfin en tout cas, le débat, bouge pas. Le débat a été évacué avec une vitesse folle. Voilà, c'est tout ce que écrit Emmanuel Combe. Et je suis d'accord, mais pour des raisons qui étaient... moi, j'ai trouvé que l'argumentation était entendable. C'est-à-dire le fait de dire, écoutez, de toute façon, si on vend à perte, on va se rattraper ailleurs. Et finalement, le consommateur va finir par payer. Et je pense que... Non, il va arbitrer. Bon, Vincent, merci pour tout. Merci pour ton... Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur Bismart.